Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, comme l'a dit Driss, je suis Cécile Boreil, responsable de la Cité, ici en direct d'Annemasse. Alors, juste quelques mots sur la Cité avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole aux intervenants. Je ne sais pas si voilà, tout le monde connaît la Cité de la Solidarité Internationale. On est une organisation qui a été créée en 2008 sur la ville d'Annemasse, donc tout proche de la frontière suisse. Alors juste rapidement, deux, trois mots sur nos missions et notamment dans les missions dans lesquelles ce Zoom métier vient s'inscrire. Donc à la Cité, on a un rôle d'informateur, un rôle d'information et d'orientation sur les métiers et les compétences requises dans le secteur de la solidarité internationale. Donc toute l'année, on organise des Zoom métiers comme celui-là en partenariat avec Bioforce et très souvent, tout le temps, j'ai envie de dire, avec Brigitte, qui est là ce soir. Donc, ce partenariat avec Bioforce nous permet justement d'aborder des thématiques, des secteurs d'activité très concrets dans la solidarité internationale comme celui de ce soir. Donc, on organise très régulièrement des Zooms. Écoutez, ravie de vous retrouver sur ce nouveau Zoom métier ce soir avec ce mixte entre présentiel et distanciel. C'est chouette de tester des choses nouvelles aussi. Je suis ravie d'échanger avec vous. Donc moi, je travaille, comme l'ont dit mes collègues, à Bioforce. Je gère ce qu'on appelle le parcours et métier, qui est le service à Bioforce qui accompagne chacun de nos apprenants dans l'élaboration de son projet professionnel et puis après dans l'insertion du secteur, mais qui peut aussi être amené à l'accompagner tout au long de sa carrière dans des changements de poste, dans des évolutions, dans des envies nouvelles professionnellement parlant ou même personnellement parlant, parce que nos métiers touchent aussi notre sphère personnelle. Donc, c'est un service un peu au long cours que Bioforce propose. C'est un peu unique, je pense. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment sens et j'adore faire ça. C'est aussi un service qui peut accompagner les personnes extérieures à Bioforce. Donc, on peut accompagner quelqu'un dans son projet professionnel sans qu'il soit particulièrement inscrit à une de nos formations. Là, pour le coup, ça sera via le biais de prestations. Mais en tout cas, voilà, notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner chaque personne qui souhaite s'engager dans ce secteur humanitaire du mieux qu'on peut, de façon à lui trouver aussi sa porte d'entrée, parce que vous verrez qu'il y en a plusieurs, qu'il y a plusieurs employeurs, qu'on choisit tout ça en fonction aussi de notre parcours, de qui on est, de nos envies, de nos appétences, de notre personnalité. Voilà, ce n'est pas des choix anodins. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'interviens et que j'anime ces Zoom métiers avec Annemasse. Et c'est vrai que c'est souvent moi qui interviens. Et puis, je représente donc Bioforce, qui est une ONG de renforcement des capacités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renforcer les capacités? Ça veut dire permettre à des individus, permettre à des structures ou permettre à un secteur de répondre du mieux possible aux besoins en lien avec les situations humanitaires qui peuvent se présenter. Donc, il y a un gros volet formation, c'est quand même notre cœur de métier. Donc, on va former des individus. Il y a un volet formation aussi auprès de professionnels dans le cadre des ONG. Et puis, il y a aussi des missions de renforcement plus global de compétences ou de capacités d'ONG ou de structures locales qui interviennent sur des thématiques humanitaires. Voilà un petit peu pour ma présentation. Et moi, je travaille à Bioforce depuis bientôt 15 ans. Et j'ai moi-même été formée à Bioforce, mais vous verrez que la mine aussi. Donc, voilà, ça fait un réseau professionnel après assez important. Et avant ça, j'ai effectivement moi aussi fait des missions humanitaires. Voilà, je m'arrêterai là parce que je suis déjà assez longue. Lamine, à toi. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour à tous. Je vais me présenter de façon rapide. On pourra revenir ensuite un peu plus sur mon parcours et ma personne. Donc, je suis Doucouré Lamine, spécialiste protection de l'enfant en situation d'urgence pour Terre des Hommes Lausanne, basée au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Voilà, après, voilà, sur cette slide-là, quoi vous dire d'autre qu'effectivement, nous avons des centres de formation qui ne sont pas que des centres de formation européens, puisqu'on a un centre de formation à Dakar, et qu'après, on peut être amené à mettre en place des programmes aussi de formation avec des partenariats. Je pense notamment à Amman en Jordanie, où on lance une formation sur l'eau et la sanitation avec l'université sur place. Voilà, mais il y a d'autres programmes de ce type-là qu'on peut être amené à mettre en place.
tout ça dans le renforcement des capacités. Alors, par rapport au thème de ce soir, moi, je vais me contenter de vous donner des généralités sur le secteur. Et puis, c'est Lamine après qui prendra le relais pour vous parler spécifiquement des métiers de la protection, de ce que ça comprend, de comment ça peut s'illustrer, voilà, et des attendus sur ces métiers-là. Il répondra à toutes vos questions. Donc, je vais essayer d'être synthétique, je vais essayer de me caler dans le temps. La première slide de cette présentation, c'est de vous alerter sur ce secteur professionnel qui est quand même, j'allais dire particulier. Vous allez me dire, tous les secteurs professionnels sont particuliers, mais le nôtre, effectivement, fait appel à des interventions sur le terrain qui le rendent encore plus particulier, puisqu'il va falloir qu'on s'adapte à chaque terrain, à chaque situation, qu'on s'adapte aussi à chaque population avec lesquelles nous allons travailler. Donc, il va y avoir des enjeux un peu plus importants. Alors, ceux qui ont déjà des parcours à l'international, voilà, c'est des informations, des constats que vous faites aussi. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on intervient dans d'autres contextes que nos contextes de référence, il y a plein de choses qui se jouent. Mais dans ce secteur-là se joue aussi le fait que nous soyons beaucoup d'acteurs dans la solidarité et qu'il y a aussi une multitude d'actions. Alors, les premières grandes clés de compréhension qu'on peut avoir sur ce secteur, ça va être l'urgence. Ça peut être des modèles d'intervention plutôt sur du développement. Parfois, vous allez entendre parler dans notre secteur de post-urgence. Parfois, les trois sont mixés parce qu'on ne peut pas intervenir en urgence sans penser à l'après, voire même à des programmes post-urgence de développement. Donc, il y a dans ces thématiques-là, dans ces modes d'action-là, tout plein d'acteurs. Vous avez les grandes ONG internationales. On a cité Terre des Hommes pour laquelle Lamine travaille. Il y a toutes les autres ONG que vous connaissez. Il y a aussi les acteurs des Nations Unies. Il y a aussi tous les acteurs locaux, donc les associations locales, les ONG locales, qui font qu'effectivement, pouvoir s'orienter dans ce secteur, ça voudra dire aussi aller chercher de l'information sur tous ces types d'acteurs-là, sur tous ces types d'interventions-là, de façon à voir aussi ce dans quoi on va pouvoir s'inscrire, ce qui va nous parler aussi, et puis qui va nous permettre de toucher à des réalités et des modèles de fonctionnement et des méthodes d'action qui vont être sensiblement différentes. Peut-être que Lamine y reviendra tout à l'heure sur les métiers de la protection qui effectivement ne vont pas s'illustrer de la même façon selon les terrains, selon les populations avec lesquelles avec certaines composantes particulières de certaines populations, etc. On assiste aujourd'hui à une complexité aussi dans nos actions qui est de plus en plus forte, qui l'est depuis quelques années, bien évidemment, mais notamment en matière de sécurité, en matière d'accès aux zones dans lesquelles nous devons intervenir, en matière de besoins des populations qui changent aussi, et c'est normal, donc auxquels il va falloir qu'on s'adapte, que les structures s'adaptent, et donc du coup, ça va impliquer aussi qu'on aille recruter des personnes qui vont nous permettre de cette adaptation-là à ces besoins du terrain. Il peut y avoir aussi les contextes climatiques qui évoluent et qui vont aussi donner le champ à d'autres types d'actions. Donc, toutes ces composantes-là vont faire qu'effectivement, les terrains d'intervention vont être bien différents les uns des autres en fonction des éléments qu'on va pouvoir identifier sur ces terrains-là. Et puis, on a aussi de plus en plus des exigences de qualité, de transparence. Alors, qualité, transparence en interne, auprès de nos employeurs, et puis en externe, ça peut être pour des bailleurs, ça peut être pour des partenaires, parce que vous verrez qu'aujourd'hui, on intervient beaucoup avec des partenariats locaux ou internationaux. Et que ces exigences de qualité, de transparence vont faire aussi qu'on va recruter des personnes qui vont permettre de mettre ça en place. Ça peut même donner lieu à la création de métiers spécifiques dans notre secteur. On pourra en reparler plus tard, mais ce n'est pas le sujet de cet atelier. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la protection. Voilà, quoi vous dire d'autre sur le secteur? Des enjeux d'adaptation. Comment adapter nos modes d'action à des contextes changeants, à des contextes complexes. Comment aussi travailler avec la localisation de l'aide. Vous en entendrez de plus en plus parler dans notre secteur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller aussi recruter des professionnels sur place et de les former sur place pour qu'il puisse y avoir une capacité de réponse aussi locale et pas seulement en déployant du personnel international. Et ça, c'est une composante très importante. Ça va aussi impacter l'employabilité dans l'international aussi. Quoi vous dire d'autre? Il y a les enjeux aussi en termes d'approche technologique sur nos programmes.
Voilà, donc on va demander aussi aux gens d'être aussi opérationnels avec ces outils-là. Et puis des enjeux de coordination, de collaboration en interstructures qui interviennent en humanitaire, en inter-ONG ou inter-acteurs, mais aussi avec des partenaires locaux. Et ça va être aussi une grosse composante de nos métiers et vous le retrouverez aussi en protection de l'enfance. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette slide, si je veux tenir mon temps. Alors, comment faire pour entrer dans ce secteur, acquérir des compétences qui vont parler à ce secteur, et est-ce qu'il est possible, une fois qu'on y est entré, d'y faire carrière? Alors oui, il est possible d'y faire carrière. Ça, c'est de plus en plus quelque chose qui se matérialise, qui se vérifie. Les personnes peuvent y évoluer au long cours, peuvent aussi avoir des responsabilités supplémentaires, peuvent vraiment faire un vrai parcours professionnel dans ce secteur. Les compétences, on va pouvoir les acquérir via des postes qui ne sont peut-être pas au départ des postes à l'international, c'est-à-dire que les compétences sur les métiers sur lesquels le secteur humanitaire va recruter, en général, dans un premier temps, on va les créer, on va se les approprier dans des contextes professionnels autres et on va pouvoir, à un moment, les apporter au secteur humanitaire et les inclure dans les programmes humanitaires, les illustrer dans ces programmes-là. Donc, Lamine vous en dira plus sur les métiers de la protection, mais par exemple, pour d'autres métiers, je ne sais pas, moi, pour un logisticien, par exemple, on peut imaginer que les compétences de la logistique, cette personne-là va les acquérir en Europe ou en France, et puis, à un moment, les compétences seront transposables, parce que vous verrez qu'on appartient à un secteur qui nous demande d'arriver déjà avec de la compétence qu'on va pouvoir transposer, et non pas de la compétence juste à acquérir. D'où l'enjeu aussi de ne pas arriver trop junior dans ce secteur-là. Et donc, ces compétences, par exemple, pour ce logisticien, à un moment, vont pouvoir se mettre au bénéfice de programmes humanitaires. Voilà, comment se construire un parcours professionnel. J'ai tendance à dire que là, chacun de nous se bâtit son propre parcours en fonction de ses enjeux aussi de vie professionnelle et personnelle, mais on peut tout à fait se bâtir un parcours qui commence en Europe, qui va sur l'international, qui revient en Europe, un parcours qui peut commencer par l'international, qui peut revenir en Europe. Ça, après, c'est des effets. L'essentiel, pour moi, c'est que chacun puisse entrer à un moment dans ce secteur, et puis après, y évoluer, j'allais dire à sa guise, entre guillemets. Je mets des bémols, mais en tout cas, l'enjeu, c'est vraiment d'y entrer. Lamine pourra peut-être témoigner aussi autour de cette thématique d'entrée dans le secteur. Existe-t-il un parcours type? Non, je disais que chacun de nous, nous bâtissons nos propres parcours professionnels. Il n'y a pas spécialement de parcours type. Par contre, il y aura des compétences particulières dans lesquelles on va être attendu par rapport à nos métiers, à nos postes. Et ces compétences-là, il faudra bien qu'à un moment, on aille les développer, se les approprier dans des contextes professionnels identifiés. Donc, il faut savoir que c'est un secteur qui valorise l'engagement bénévole et qui valorise les compétences qu'on peut aussi avoir acquises dans ces engagements bénévoles-là. Et je le répète à chaque atelier, mais à titre indicatif, les missions en bénévolat peuvent donner accès à de la validation des acquis de l'expérience sur certains diplômes et donc sur certains métiers, pour peu qu'on ait travaillé sur ces métiers-là ou dans ces domaines-là, le statut importe peu. Donc, valorisez aussi vos engagements bénévoles si vous en avez, et si les compétences développées vont être des compétences utilisées dans ce secteur-là. Vous avez les métiers au local, en France, à l'étranger, pour quelqu'un qui serait au Burkina, un poste au Burkina qui lui permettrait de développer des compétences en lien avec les attentes du secteur sera valorisé aussi. Il y a bien évidemment les métiers à l'international et puis les métiers au siège. Voilà. Vous me dites si je vais trop vite. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les questions tout à la fin de nos deux présentations à Lamine et à moi. Je n'ai pas dit au début, mais je le redis. Pardon, je n'ai pas été claire, mais comme ça permettra de pouvoir mieux vous répondre. Alors, quelles sont les compétences attendues par les ONG? Eh bien, les compétences, ça va être des compétences métiers d'abord. Donc, si on parle des métiers de la protection, vous verrez que Lamine, tout à l'heure, vous parlera des différents types, des différentes compétences qui sont attendues sur un poste de responsable de projet protection de l'enfance, par exemple. Pour un ingénieur agronome, ces attendus, ça sera la maîtrise de ces techniques autour de l'agronomie qui vont pouvoir trouver ancrage dans un projet humanitaire. Donc, ça peut aussi, à un moment, peut-être impliquer
une expérience à l'international, mais ce n'est pas obligatoire pour tous les métiers. De toute façon, à un moment, il faudra bien partir à l'international. Mais déjà, voilà, compétences attendues, un cœur de métier et un cœur de métier maîtrisé. Donc, il faut minimum 2-3 ans d'expérience dans le métier pour pouvoir se dire que les compétences, elles sont suffisamment acquises pour aller après les mettre au service d'une ONG. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'on va vous demander aussi après, c'est des compétences transversales. Par exemple, pour le fameux logisticien que je citais tout à l'heure, dans les compétences transversales sur lesquelles il pourra être attendu par le monde des ONG, il peut y avoir des compétences à former, à renforcer ses équipes en termes de formation, de compétences, aussi de transfert de compétences. Il peut y avoir des compétences transversales en termes de gestion de projet. Il peut y avoir des compétences transversales en termes de gestion de budget. Il peut y avoir des compétences transversales en termes de capacité à fonctionner en partenariat. Je l'ai mis à droite de ma slide, travailler avec son réseau ou ses partenaires. Vous verrez que c'est une grosse composante de nos métiers aujourd'hui et qu'on va aussi aller nous chercher sur ces compétences-là. On va vous demander aussi des compétences personnelles et relationnelles. Alors, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, voilà, dans d'autres secteurs professionnels aussi. Chez nous, c'est important. Par exemple, des compétences savoir-être sur lesquelles vous allez être attendu, c'est votre capacité à vous adapter, c'est votre capacité à être force de proposition, c'est votre capacité à gérer votre stress, c'est votre capacité à la communication interpersonnelle. Voilà, ça va être, il y en a plein d'autres. Lamine vous en citera d'autres tout à l'heure sur peut-être un peu plus spécifiques sur les métiers de la protection. Mais sachez qu'on va vous recruter sur ces compétences-là au même titre que vos compétences, j'allais dire techniques métiers. C'est extrêmement important. On va aussi vous recruter sur votre capacité à maîtriser des langues. Alors bien évidemment, l'anglais reste la langue de travail de notre secteur professionnel, mais pour beaucoup d'ONG, parler d'autres langues qui sont des langues dans lesquelles des langues qui vont permettre d'entrer en relation avec les populations pour lesquelles on va travailler dans certains contextes, ça va être carrément un plus, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc, les langues à valoriser plus. On va vous demander d'avoir une appétence pour l'interculturel, à défaut d'avoir peut-être une expérience en interculturel, mais après, c'est toujours pareil, l'expérience en interculturel, on peut aussi l'avoir en Europe. On peut l'avoir parce qu'on travaille dans une association qui va prendre en charge des populations réfugiées ou des populations déplacées ou des populations dans certains quartiers où il y a une mixité sociale. Et là, on est confronté aussi à l'interculturel. Et là aussi, on va développer des compétences qui vont nous permettre demain d'être aussi en capacité de s'adapter et d'adapter nos comportements, d'adapter notre posture à certains contextes. Donc, ça se valorise. Et puis, la dernière grande compétence, c'est travailler en réseau, j'en ai parlé. Tout ça, pourquoi ? Pour alimenter une grande compétence qui est celle du savoir travailler en équipe, savoir travailler avec vos équipes proches, mais aussi savoir travailler avec vos équipes sur le terrain, savoir travailler avec les équipes qui travaillent avec peut-être d'autres partenaires ou d'autres ONG, et puis, voilà, plus grande. Sachant que le travail en équipe, c'est la composante de nos métiers. Et donc, c'est quelque chose aussi sur lequel vous allez être attendu très fortement, sur votre capacité à fonctionner, co-construire, communiquer, rendre accessibles les choses, comprendre quelqu'un qui a une autre façon de penser aussi parfois. Voilà. Je pense qu'on peut passer. Alors, les différents métiers d'une mission sur le terrain, je vais essayer pareil d'être très rapide. Dans nos missions humanitaires, on a les métiers qu'on va appeler support et les métiers techniques ou spécifiques. Dans les métiers support, vous allez retrouver la logistique et vous allez retrouver la gestion financière et la gestion des RH. Alors, la logistique en humanitaire, elle est bien plus vaste que la logistique en Europe, qui se cantonne souvent à de la logistique transport. La logistique humanitaire, elle va permettre de gérer bien évidemment le transport, mais aussi les distributions, le stockage, la gestion des locaux dans lesquels on va intervenir ou on va travailler, la gestion d'un parc informatique, la gestion d'un parc véhicule, voilà, l'achat de matériel spécifique, etc. Donc, c'est des fonctions qui vont être bien plus vastes. Donc, ces fonctions-là, vous allez les retrouver à différents niveaux dans les missions terrain. Vous allez les retrouver en capitale, la capitale étant l'implantation première d'une ONG dans un pays, et ça va être souvent la capitale géographique. Si j'ai une mission à Madagascar, ma capitale, ça va être à Antananarive.
hein. Donc, sur cette capitale-là, on va retrouver un chef de mission ou un directeur pays qui va représenter l'ONG, qui va être le garant de la bonne mise en œuvre des projets par l'ONG en termes de qualité, pareil, en termes de redevabilité, en termes de respect des bénéficiaires, en termes de respect des partenaires, des bailleurs, etc. Et puis, on va retrouver après une déclinaison des fonctions support, coordinateur admin financier, coordinateur RH, coordinateur logisticien. On peut avoir des postes de référent sécurité en fonction des contextes dans lesquels nous allons intervenir. Et puis, on va trouver des coordinateurs ou des coordinatrices techniques ou de programmes. C'est là que vous retrouverez possiblement des coordinateurs de programmes de protection de l'enfance. Voilà, qui vont superviser des programmes et des projets mis en place par l'ONG sur la thématique protection de l'enfance et qui vont se décliner après sur les différentes bases qui vont être les implantations locales et géographiques de l'ONG dans le pays. Voilà. Donc là, Lamine vous en parlera plus sur les métiers tout à l'heure. On peut avoir des missions et des postes aussi de coordinateur de suivi-évaluation, de chargé reporting, de coordinateur learning aussi, quand on veut capitaliser sur ce qui se passe sur notre mission ou sur nos missions dans le pays. Donc, on va avoir après autant de postes que d'enjeux en termes de mise en œuvre de programmes et de projets spécifiques. Et puis, ces responsables-là ou ces coordinateurs-là qui sont en capitale vont gérer ce qu'on appelle des bases, donc les implantations locales dans le pays. Et sur ces bases-là, vous allez retrouver une déclinaison sur les mêmes cœurs de métier. Donc, vous allez retrouver de la logistique, de l'administration, des responsables de projet, notamment des responsables de projet protection de l'enfance, puisque c'est le thème aujourd'hui. Voilà, ces postes-là, en général, sont des postes d'expatriés. Ce n'est pas toujours le cas sur tous les postes. Par exemple, un logisticien base peut être recruté sur place. Hein. Voilà. Pour vous montrer aussi que les postes d'expatriés, il n'y en a pas pléthore dans les ONG et que les portes d'entrée sont, voilà, elles sont différentes en fonction des programmes, mais il n'y en a pas non plus, énormément. D'où l'enjeu de trouver sa porte d'entrée pour rentrer dans ce secteur-là. C'est extrêmement important. Après, la porte d'entrée, on va la choisir en fonction de son projet. Ouais, je pense que c'est bon pour moi. Et ben voilà, Lamine, je te passe la parole. Pour continuer sur ce que nous a présenté Brigitte, donc je vais dans un premier temps vous parler un peu des métiers liés à la protection de l'enfant dans les ONG, en tout cas dans le contexte humanitaire, mais pas que. Et ensuite, on va un peu plus revenir sur peut-être mon parcours et sur les raisons pour lesquelles je suis présent avec vous aujourd'hui. Donc, on a décidé de vous présenter quelques exemples de métiers liés à la protection de l'enfance. Et je pense qu'au niveau de terrain, le premier métier, c'est le coordinateur de programme protection. Donc, un programme qui peut regrouper différents projets. Le coordinateur de programme est souvent basé en capitale. Merci. Est souvent basé en capitale, pour le coup, avec différentes responsabilités. Ses principales responsabilités est le fait d'apporter un support technique et stratégique aux équipes en charge des projets. Donc, il chapeaute généralement et accompagne les chefs de projet, mais aussi les chefs de projet, mais aussi les équipes de terrain directement. Ça peut être les chargés de mission de protection, des ATT, en fonction des organisations et de la façon dont on les appelle, ou des travailleurs sociaux. Donc, il participe de façon directe à la gestion des équipes des projets. Il est en charge et garant du reporting, donc de tout ce qui est l'aspect reporting, donc rapport, que ce soit interne à l'organisation ou externe, notamment des rapports liés des rapports destinés aux bailleurs, aux partenaires, à la coordination. Et enfin, il a aussi une casquette de représentation au niveau du pays, y compris avec un gros volet de recherche de financement, puisqu'il est mobilisé aussi sur surtout le volet écriture de projet, rapport bailleur. Et enfin, il est aussi en charge et garant de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie d'intervention protection au niveau du pays. Je m'explique un peu. Dans chaque pays, le coordinateur programme est censé définir, en lien avec les équipes bien évidemment, une stratégie protection de l'enfance et pouvoir ensuite mesurer, apprécier la mise en œuvre de cette stratégie-là. Donc voilà un peu le premier poste de coordinateur programme protection de l'enfant qui est en charge de chapeauter les chefs de projet. Bon, le chef de projet est chapeauté par le coordo, il est appuyé souvent techniquement par un référent technique protection de l'enfant, donc en situation d'urgence
mais pas que, qui est souvent basé sur le terrain ou en capitale. Sur le terrain, en capitale ou directement au siège plutôt. Alors, son principal rôle est d'apporter un appui technique et méthodologique sur la protection de l'enfance. Donc, il est vraiment garant de la qualité des interventions. Il va s'assurer que toutes les interventions menées sur le terrain par l'organisation, les partenaires, le sont des principes et standards développés en la matière. C'est sa responsabilité première. Il va contribuer à l'élaboration également des stratégies, des approches, des méthodologies et des outils afin de soutenir le programme, s'assurer que toutes les équipes aient les outils nécessaires pour mener à bien ces activités. Et bien évidemment, le dernier point, c'est vraiment le renforcement des capacités. Ce point focal centralise un certain nombre de connaissances à son niveau qu'il doit partager. Et pour cela, il va effectuer beaucoup d'actions de renforcement de capacités au niveau des membres de son équipe, mais pas que, aussi au profit des partenaires institutionnels, au niveau communautaire ou parfois des autres organisations. On va faire un petit focus sur le métier de chef de projet protection de l'enfance, en situation d'urgence ou pas, pour le coup. Donc, les premières compétences qu'on va rechercher sont des compétences clés qui sont liées davantage au poste de chef de projet et pas forcément à l'expertise technique. Ça va être la capacité à la personne d'effectuer des évaluations terrain. Donc, comment la personne est en capacité d'organiser, de planifier et de mettre en œuvre des évaluations terrain. Puisque toutes les interventions sont censées être montées sur la base des besoins identifiés sur le terrain. Le second volet va être le fait de définir des programmes appropriés. Comment, sur la base des besoins identifiés, on va définir une réponse, des stratégies de prévention et de réponse en fonction aussi du contexte et de la population. Ça va être le fait de mettre en œuvre, de suivre et de coordonner les projets en tant que chef de projet. Donc, je suis chef de projet, je dois m'assurer que toutes les actions qui ont été définies, planifiées, sont mises en œuvre. Et pour cela, je vais mettre en place des mécanismes de suivi. Et que toutes ces actions-là soient mises en place dans le respect des standards et des principes en place, en tout cas au niveau global et interne à l'organisation. Il y a bien évidemment tout le volet des ressources, gestion des ressources, donc ressources humaines. La personne va être en charge du recrutement, de l'intégration, de l'accompagnement des équipes, parfois juste local et parfois local et international, en charge de tout l'aspect logistique, donc comment faire le lien avec le service logistique pour m'assurer que tous les besoins, tous les aspects dont j'ai besoin pour la mise en œuvre de mes activités soient présents et disponibles au moment opportun, et la gestion financière du projet. Comment s'assurer que le projet ait une santé financière qui permet la mise en place des activités du début jusqu'à la fin. Ensuite, il est en charge aussi de l'aspect reporting, pour le coup, donc c'est le suivi, c'est le rapportage, c'est le fait de communiquer autour du projet, c'est le fait d'alerter en cas de difficulté, ça peut être alerter la coordination, alerter les référents techniques. L'idée, c'est vraiment de suivre le projet et d'effectuer le reporting obligatoire auprès des bailleurs, mais aussi en interne, avoir toute la communication nécessaire pour assurer le bon déroulé du projet. On vous propose quelques exemples de slides de postes différents en fonction des contextes aussi. Donc, il y a le poste de chef de projet enfant en situation de rue, par exemple, basé à Bangui, qui est un poste directement lié à la protection de l'enfance. On va avoir des postes aussi beaucoup plus thématiques et beaucoup plus techniques, comme le poste de chef de projet justice juvénile, ou appelé autrement accès à la justice. Le poste de chef de projet migration, le poste de référent technique enfant associé aux forces et groupes armés, ou encore le poste de chef de projet protection ou éducation en contexte d'urgence. On se rend compte que toutes ces positions font partie intégrante de la protection de l'enfance, mais nécessitent des expertises différentes. Et là, je vais rejoindre Brigitte sur ce qu'elle disait précédemment, sur le fait qu'on va beaucoup regarder le parcours de la personne en amont et ses expertises. Quelle expertise avons-nous ou avez-vous, pour le coup, avant d'intégrer ce poste-là? Au-delà de l'aspect gestion de projet, quelle expertise technique peut-on apporter? Vous verrez que
Il y a aussi un poste de référent technique enfants associés aux forces et groupes armés. C'était juste pour faire ressortir le fait qu'il ne s'agit pas que de postes de chef de projet, mais certaines personnes, certains projets peuvent être montés de telle façon qu'il y ait un chef de projet très généraliste. Par contre, on va avoir des référents techniques ou des référents volets, thématiques protection de l'enfance en tant que tel ou sur des thématiques plus spécifiques. Pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous donner peut-être un exemple de poste que j'ai occupé en Centrafrique. Mais juste avant, donc, je vais un peu plus me présenter. Donc, moi, je suis Doucouré Lamine, pour vous comprendre comment j'ai fait pour en arriver là. Donc, je suis Doucouré Lamine, aujourd'hui sur un poste de spécialiste protection de l'enfance en situation d'urgence chez Terre des Hommes Lausanne, basé à Ouagadougou. Donc, Terre des Hommes Lausanne, appelée TDH, couramment TDH Lausanne, est la première ONG suisse d'aide à l'enfance, avec 3 programmes prioritaires: l'accès à la justice, la protection et la santé. Donc, la santé avec notamment beaucoup de programmes de santé-nutrition, de santé materno-infantile et de nutrition. Donc, Terre des Hommes Lausanne intervient au Burkina Faso depuis 1986 à travers différentes thématiques, notamment la protection de l'enfance, qui est un peu son cœur de métier. Pour mon parcours, je suis franco-sénégalais, né en France et grandi en France. Je rejoins encore Brigitte. J'ai eu un parcours très varié et assez riche dans le bénévolat. J'ai été bénévole pendant des années et ça a été mon premier contact avec le domaine de la solidarité internationale et nationale. Donc, j'ai commencé très simplement en France avec des distributions alimentaires, des distributions vestimentaires au sein de petites organisations et j'ai grandi, appris, développé mes compétences techniques et un peu plus générales au fur et à mesure où ces organisations grandissaient et au fur et à mesure que je changeais d'organisation. Donc, j'ai commencé en France auprès de divers publics, beaucoup de personnes en situation de rue, mais aussi de mineurs non accompagnés, parce qu'il y a beaucoup de mineurs et de jeunes dans la rue. J'ai ensuite évolué avec des actions toujours bénévoles à l'international. J'ai commencé au Niger en tant que, il n'y a pas réellement d'appellation, mais en tant que chef de projet, en tant que on va dire chef de projet, sur des projets, pareil, toujours de protection de l'enfance, des projets avec des forts aspects liés au WASH, donc à l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Et j'ai décidé, au bout de quelques années de mission à l'étranger, en tant que bénévole, de me professionnaliser. Je ressentais ce besoin de maîtriser les tenants, les aboutissants de ce que je faisais. Donc, j'ai décidé de me professionnaliser en suivant une formation chez Bioforce. Et ça, c'était il y a, je pense, environ 6 ans. En amont, j'ai évolué dans le secteur de la protection de l'enfance et le monde social en France, avec beaucoup d'interventions dans des foyers d'accueil d'urgence, dans des structures qui faisaient quasiment que de l'accueil d'urgence ou de la prise en charge d'urgence au profit de divers publics, donc enfants confiés avec la loi, mineurs non accompagnés, enfants pris en charge par l'ASE, donc voilà, auprès de différents publics. Et j'ai décidé de me professionnaliser, en tout cas, en suivant une formation de coordinateur de projet. À l'époque, la formation de responsable projet protection de l'enfance n'existait pas chez Bioforce. J'ai donc suivi une formation de coordinateur de projet. Suite à cela, j'ai travaillé en France, toujours en ONG, en tant que chef de projet protection de l'enfance, puis sur une position de directeur de structure, toujours protection de l'enfance, une structure au profit des mineurs non accompagnés. Donc, j'étais sur un rythme de 1 mois en France, 1 mois au Bangladesh. Au Bangladesh, pour l'ouverture de centres d'accueil pour enfants en situation de rue et la mise en place d'actions d'éducation et de protection en urgence au sein des camps de déplacés. Et en France, sur l'ouverture et la direction d'un centre d'accueil de jour pour mineurs non accompagnés. Donc, voilà un peu mon parcours. Suite à cela, je suis parti en Centrafrique sur un poste que je vais vous présenter juste après, sur la slide qui va arriver. Donc, je fais un petit focus sur le chef de projet enfant des rues tel que je l'ai trouvé, pas forcément tel que je l'ai laissé. Les principales responsabilités du chef de projet étaient la gestion du cycle du projet.
c'est-à-dire pouvoir respecter les différentes phases du cycle de projet, pouvoir planifier l'intervention, pouvoir effectuer le lancement de projet, mettre en place tous les outils de suivi, d'évaluation, pouvoir recruter les équipes également, donc recruter toutes les équipes. Donc, moi, sur le poste, de façon concrète, j'étais en charge de recruter des infirmiers, des travailleurs sociaux, d'identifier de potentiels partenaires et de mobiliser toutes les ressources nécessaires, donc humaines, logistiques et financières. Sur ce poste, de façon très, très transversale, j'avais aussi cette casquette, on va dire, d'expert technique, donc cette question d'expertise, où on apporte au quotidien son expertise technique en protection de l'enfant. On ne le voit pas forcément, mais ça va être dans le recrutement, ça va être dans la mise en place des outils, ça va vraiment être de façon très transversale au quotidien dans les activités. Il y avait également tout un volet lié à l'analyse contextuelle. Comment analyser et apprécier au quotidien les évolutions contextuelles pour s'assurer que les réponses qu'on apportées étaient toujours pertinentes, adaptées, adéquates. Donc, on effectue, en tout cas, j'ai eu à effectuer une analyse contextuelle en début de projet, mais c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a dû faire tout au long du projet et on a dû constamment pouvoir s'adapter, se réadapter et innover pour pouvoir répondre au mieux aux besoins identifiés. Il y a eu la mise en place et la gestion des partenariats avec des organisations locales, les ONG internationales et aussi le gouvernement centrafricain. Il y a toute la participation aux mécanismes de coordination. Donc, plusieurs mécanismes de coordination sont mis en place. Les mécanismes diffèrent souvent en fonction du contexte, mais il y a eu toute cette participation, cette représentation et cet apport technique qui a pu être fait au niveau de ces mécanismes de coordination et l'aspect gestion de sécurité, qui est aussi important. Il y a des référents sécurité au niveau national. En tant que chef de projet, on a aussi une responsabilité assez forte sur la prise en compte de la sécurité dans la définition, dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans la gestion de nos activités. Donc là, c'est un peu sur les responsabilités. Pour que ce soit un peu plus parlant, on va un peu passer sur les principales activités du projet. Alors, j'avais en charge la gestion d'une antenne mobile. L'antenne mobile, c'était une équipe composée de travailleurs sociaux, d'un chauffeur, une équipe mobile, une sorte d'ambulance, de minibus. Il y avait un chauffeur, des travailleurs sociaux et une infirmière qui sillonnaient les quartiers de la capitale et la périphérie pour pouvoir identifier des lieux de regroupement d'enfants en situation de rue, mener des actions de sensibilisation au risque encouru par ces enfants, effectuer des soins, donc dispenser les premiers soins médicaux, identifier les enfants vulnérables en demande et leur proposer une prise en charge. Donc ça, il s'agissait du premier niveau. Et pour cela, il fallait s'assurer que tout l'aspect logistique était disponible, disponible, oui. Donc que le véhicule était présent, que le véhicule était fonctionnel, que ça peut vraiment être des détails, mais s'assurer que les véhicules étaient ravitaillés, que l'assurance soit prise en compte, que l'infirmière ait le matériel nécessaire pour pouvoir travailler, que des protocoles soient mis en place pour l'identification et le référencement des enfants, que des protocoles médicaux également soient en place. Il y a également la mise en place, la gestion des partenariats. Donc, on a dû identifier des partenaires. Lorsqu'un enfant est identifié et souhaite être pris en charge, quel est le mécanisme, quel est le processus qui va être suivi. Donc, pour le coup, on a dû identifier des partenaires. Par exemple, sur la question des VBG et plus spécifiquement de la violence sexuelle, nous travaillons avec MSF Belgique, pour le coup, à qui des situations étaient référées. Il a fallu mettre en place des mécanismes de référencement, mettre en place des outils de référencement qui nous permettent de référer, de suivre les situations et d'avoir un feedback. Il y a toute la question de la prise en charge alternative, donc comment appuyer les partenaires, comment identifier les centres d'accueil d'urgence, comment potentiellement les appuyer, comment identifier des familles d'accueil temporaire, les former, les accompagner au quotidien et potentiellement comment réunifier les enfants au bout de ce parcours-là auprès de la famille respective. Il y a le soutien aux partenaires
Donc, nous travaillons avec un partenaire local donc, qui a été soutenu, renforcé en capacité technique en protection de l'enfant, mais également capacité logistique, capacité pour mettre en place des procédures administratives adaptées et soutien financier. On a renforcé ce partenaire pour l'ouverture et le fonctionnement de 2 centres d'accueil pour enfants en situation de handicap. Enfin, il y a eu un appui pour la réinsertion socio-professionnelle de ces enfants-là, donc identifier en fonction des souhaits et du parcours souhaité par l'enfant des centres de formation ou des alternatives en tout cas pour ces enfants-là, donc scolarisation, centre de formation, de façon peut-être un peu moins institutionnalisée, pouvoir placer des enfants au sein de certains ateliers et accompagner les maîtres, les responsables, les propriétaires des ateliers à accompagner au quotidien ces enfants-là et leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Enfin, il y a un volet qui est assez important, qui est le renforcement du système institutionnel et communautaire de protection de l'enfant. Donc, beaucoup d'actions ont été menées pour renforcer les capacités du gouvernement et des acteurs institutionnels et communautaires pour pouvoir prévenir ces situations-là et apporter des éléments de réponse. Et donc voilà. Donc, ça rejoint un peu ce que Brigitte disait tout à l'heure concernant un peu le contexte. La Centrafrique, donc Bangui, est un contexte humanitaire. Nous étions en capitale, donc nous étions assez à cheval sur un contexte de crise humanitaire et de post-urgence. En termes de compétences recherchées, les compétences vont être très variées. Les premières compétences et profils recherchés vont être liés, je pense, à l'expérience en termes de gestion de projet, avant même de parler de compétences techniques et ou en solidarité internationale. Je pense qu'il est nécessaire et vital d'avoir des bases assez solides en gestion de projet, savoir comment est défini un projet, comment le projet est élaboré, quelles sont ses compétences, quels outils peuvent être utilisés lors de ces différentes phases. Et pareil, avoir un minimum, une connaissance, en tout cas, ou une bonne compréhension du monde de la solidarité internationale. En ce sens, des formations sont proposées, différentes formations existent, et je pense que, à titre personnel, Bioforce m'a beaucoup apporté sur ces points-là. C'est aussi pour ça que je voulais faire Bioforce, sur ce volet en gestion de projet et pouvoir mieux comprendre le secteur de la solidarité internationale. En termes de profil, on va souvent s'orienter vers des personnes qui disposent déjà d'expertise technique en protection de l'enfance, mais pas que. Donc, ça va être des profils de travailleurs sociaux, des profils en sciences sociales, en protection et ou éducation, en sciences sociales et en psychologie. Donc, voilà, ça peut être des profils assez variés, pour le coup, qui vont être sollicités par les ONG. En termes d'expérience professionnelle, tel que dit par Brigitte, on va plutôt viser des personnes qui ont minimum 2 ans d'expérience professionnelle en France ou à l'étranger, en tant que bénévole ou salarié. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui disposent d'une expérience aussi assez solide. Il y a les langues. Je vous invite tous et toutes à développer cet aspect, notamment avec l'anglais, puisque même dans des contextes francophones, nous sommes emmenés à travailler en anglais, d'une part dans certaines rencontres qui se déroulent en anglais, mais aussi beaucoup au niveau des ressources. On se retrouve très vite limité lorsque nous ne sommes pas en mesure de lire l'anglais, de le comprendre, de le traduire, puisque beaucoup de ressources de protection de l'enfance sont en anglais. Donc voilà, et plutôt avoir une expérience préalable en matière d'intervention d'urgence, c'est vraiment apprécié, voire nécessaire dans certains contextes. On parle ici de soft skills, Brigitte en a parlé un peu tout à l'heure, et je pense que c'est un point extrêmement important, avoir certaines capacités, telles que des capacités d'adaptation, pouvoir s'adapter, l'interculturalité, avoir au moins une première expérience dans un secteur interculturel,
en France possible ou dans votre pays d'origine. Je pense que c'est assez important. Avoir une ouverture, avoir cette capacité d'analyse. L'objectif d'être sur un poste de chef de projet et protection de l'enfance, un poste expatrié, n'est pas de venir réformer ce qui est fait dans le pays en se disant « Ok, je viens d'un endroit, j'ai une expertise plus poussée, plus pointue et meilleure que celle qui est en place. » Absolument pas. C'est vraiment d'arriver sur un terrain, d'avoir cette capacité d'analyse, de pouvoir apprécier ce qui se fait et de pouvoir apporter son expertise technique en lien avec ce qui existe, ce qui fonctionne, et en lien surtout avec le contexte et le besoin des populations. Un point important peut-être à rappeler, les organisations vont souvent faire appel à des personnels expatriés, en tout cas des ressources externes du pays, lorsque la ressource n'est pas disponible dans le pays. Et en termes de stratégie du secteur pour le secteur humanitaire et également, en tout cas pour Terre des Hommes, mais ce qui reflète aussi la stratégie de la majorité des organisations, c'est la localisation de l'aide. C'est comment, en tant que ressources externes, on va travailler au quotidien pour pouvoir renforcer les capacités des acteurs locaux et leur permettre de prendre la relève à un moment donné sur le poste et la position qu'on occupe. Donc, je pense qu'il s'agit là vraiment de notions extrêmement importantes et la question des relations interpersonnelles, de par mon expérience, est extrêmement primordiale sur ce genre de poste pour pouvoir mener à bien ces missions. Merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va passer à la deuxième phase. Je vais laisser la parole à Driss et à Brigitte. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, super. Très bien. Alors, je vous remercie pour les présentations. Je suis algérienne, j'habite en Algérie. Je voulais savoir, est-ce que pour percer dans ce métier, il me faut absolument avoir un master dans le développement ou dans la gestion de projets humanitaires ou même, par exemple, une formation à Bioforce. D'ailleurs, j'y ai pensé l'année passée à postuler, mais vu toute l'histoire du Covid et tout, c'est presque impossible de quitter le pays. Nous, notre pays, enfin, nos frontières sont fermées depuis un moment. Et donc, voilà. Donc, je voulais savoir, est-ce que je dois avoir un master parce qu'en fait, j'ai fait des formations par-ci, par-là. J'ai une formation en Project Management for Social Impact, mais c'était des formations essentiellement en ligne et non pas certifiées ou à l'université. Voilà. Je vous remercie. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, Wardia, merci pour ta question, ça dépend beaucoup du setup RH. On va voir pas mal de projets où le coordinateur ou le chef de projet va avoir peut-être une forte expertise en coordination, en gestion de projet, pas forcément en protection de l'enfance. Par contre, il aura sous sa responsabilité un référent technique, protection de l'enfance, qui pourra l'appuyer pour toutes ces questions-là. Pour ma part, et si je te prends mon expérience personnelle, donc j'ai eu un très grand parcours, j'ai eu un parcours en tout cas assez long dans le secteur du bénévolat. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années en France et un peu à l'étranger, mais toujours dans la protection de l'enfance, et j'ai eu des difficultés à trouver ma première mission malgré Bioforce. Donc, j'ai fatigué Brigitte que voici et que je remercie en disant « Brigitte, aide-moi, purée, je galère, c'est compliqué ». Et à un moment donné, je me suis décidé à faire une VAE, donc à faire une validation des acquis par l'expérience en tant qu'éducateur spécialisé, puisque j'avais de nombreuses années d'expérience sur ce poste-là. J'ai effectué ma VAE, j'ai validé mes acquis, j'ai obtenu ma certification, mon diplôme, cette reconnaissance, et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé à partir en première mission, en tout cas. Donc, je ne pense pas qu'il faut nécessairement avoir fait Bioforce ou avoir suivi une formation universitaire. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est ce que tu as fait avant, c'est comment tu le valorises aussi, c'est assez important, et le genre de poste sur lequel tu veux postuler. Aujourd'hui, je pense que tu occupes peut-être des postes, un poste avec un certain niveau de responsabilité. Peut-être qu'en cherchant la porte d'entrée dans la protection de l'enfance, ça va être peut-être des postes plus juniors que tu vas occuper dans un premier temps et tu pourras bien évidemment te frayer ton chemin dessus. Je valide la réponse de
de Lamine. Je n'aurais pas dit mieux. Effectivement, je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher de la formation pour chercher de la formation. L'enjeu, c'est de bien valoriser le parcours et les compétences et de trouver une porte d'entrée qui ne soit pas trop, j'allais dire, high level dans ce secteur-là. Je pense qu'à un moment, il faut aussi trouver une porte d'entrée parfois un tout petit peu plus basse que celle à laquelle on prétendrait. Je vous remercie pour la réponse. Est-ce que je pourrais peut-être sortir un peu de la thématique du jour et me poser la question peut-être de façon plus générale. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais prétendre à des postes à l'étranger ou vraiment de faire carrière dans ce domaine sans vraiment parler de la protection de l'enfance, c'est-à-dire pas forcément dans le domaine de la protection de l'enfance, mais je peux rester dans le domaine du monitoring et de l'évaluation. Et donc, voilà, la question se repose. Donc, est-ce que je dois avoir un diplôme universitaire dans ça ou aujourd'hui, mon expérience suffirait pour prétendre à des postes voilà. Moi, j'aurais tendance à vous dire que votre expérience jusqu'à aujourd'hui peut être suffisante et pas besoin de faire une formation spécifique. Je pense que c'est un secteur professionnel qui valorise beaucoup plus l'expérience parfois qu'un diplôme. Maintenant, si le diplôme est là pour donner, j'allais dire, une boîte à outils qui peut manquer dans un parcours professionnel X ou Y, ça vaut le coup d'aller chercher les outils manquants. En l'occurrence, pour du monitoring évaluation, à mon sens, vous avez l'expérience qui va avec. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de bien cibler les postes dans des ONG internationales si vous voulez vous expatrier et de rester sur les compétences que vous avez acquises. Maintenant, l'entrée dans ce secteur peut être long. Lamine en a parlé et je me rappelle effectivement toutes les questions qui ont été les siennes à ce moment-là et même la souffrance aussi de dire on a envie d'y aller et puis on ne peut pas. Soyez tenace aussi si je peux vous donner un conseil. Ce n'est pas toujours simple, mais à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est souvent dans la valorisation d'un parcours, plus que d'une formation. Maintenant, voilà, si la formation vous rend plus sereine ou vous pensez que ça vous légitimera, pourquoi pas, ça c'est d'autres types de questions à se poser. Merci déjà pour les présentations à l'ami de j'ai trouvé très... En fait, ça a répondu à beaucoup de mes questions et mes préoccupations actuelles et surtout le témoignage de l'ami. Parce que celle qui reste, la préoccupation que je vais poser maintenant, c'est particulièrement au niveau de la valorisation de ce parcours. Parce que je suis psychologue et clinicienne, je vais exercer pendant 5 ans. Et actuellement, donc, je ne sais pas comment valoriser ça. Est-ce qu'au niveau des années d'expérience, par exemple, qu'on cherche sur les fiches de poste, est-ce que c'est l'expérience par rapport au poste pour lequel tu postules ou c'est l'expérience par rapport au domaine? Je prends l'exemple, si tu veux postuler pour un poste de coordinateur de projet enfants de la rue, par exemple, ou projet protection de l'enfant, est-ce que c'est l'expérience par rapport à la coordination des projets qu'on recherche ou c'est simplement l'expérience en tant que professionnel? Si j'ai bien entendu, tu as dit que tu as 5 années d'expérience en tant que psychologue. Oui. Okay. Je vais commencer par ta dernière question et je répondrai ensuite à la première. Sur le poste de chef de projet enfant en situation, je pense très sincèrement que c'est bon, mais aussi en tant que technicien. C'est-à-dire qu'en tant que technicien de la protection de l'enfance, on a aussi une approche qui est différente et une compréhension de certaines choses, de certains points clés qui peuvent être différentes. Donc, à ce niveau-là, c'est aussi bien, je pense, les capacités techniques et que la capacité à gérer un projet qui ont été appréciées. Et pour te répondre, mais juste avant de te répondre à ton premier point, et tu fais bien, merci pour ta question, parce que ça me permet de revenir sur un point que je n'ai pas abordé lors de ma présentation. Il faut dire que la protection de l'enfance est un domaine qui est extrêmement large, avec beaucoup de spécialités, pour le coup. Je vais prendre l'exemple un peu de Terre des Hommes, où au niveau du siège, nous avons différents
référents techniques. Il y a une référente technique, par exemple, qui santé mentale et soutien psychosocial. Et là, je fais un lien direct un peu avec toi, ton profil. Au sein de Terre des Hommes, pour citer Terre des Hommes, par exemple, c'est l'organisation dans laquelle je suis actuellement, nous avons plusieurs référents techniques basés au siège qui ont différentes expertises en lien avec la protection de l'enfance, mais ces expertises sont différentes et spécifiques. Nous allons avoir une spécialiste technique, par exemple, sur la question de la gestion de cas. Nous avons une experte technique en santé mentale et soutien psychosocial, qui peut faire directement lien avec le profil, par exemple, que tu as aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire, dans la protection de l'enfance, il y a différents domaines de compétences, différentes expertises qui sont appréciées et demandées. Je pense que oui, de toute façon, ces 5 années d'expérience peuvent être valorisées de façon très concrète en tant que psychologue. Maintenant, il faut peut-être aussi essayer de voir quelles sont les expériences que tu peux entreprendre aujourd'hui dans le contexte dans lequel tu es, qui peuvent te permettre aussi d'entrer dans ce secteur-là. Lorsque moi, je suis parti en Centrafrique, je pense que le fait d'avoir travaillé pendant très longtemps avec les mineurs non accompagnés a beaucoup joué en ma faveur. Le fait de le valoriser aussi y a contribué. Moi, j'ai plutôt t'encourager aujourd'hui dans ton contexte à diversifier tes expériences et à avoir des expériences aussi dans la protection de l'enfance en lien avec ton domaine et surtout en lien avec ce que tu aimes faire. Donc, si toi, ce que tu aimes faire, c'est pratiquer en tant que psychologue, c'est vraiment travailler sur l'aspect santé mentale, soutien psychosocial, va vraiment développer ton... Fais-toi plaisir dans cette voie-là. Moi, j'aurais une question à vous poser en termes d'acquisition des compétences. Alors, une question adressée à Brigitte et puis aussi une question qui s'adresse à toi, Lamine. Est-ce qu'il y a des... Voilà, ici, souvent, sur les zones métiers, on présente le volontariat, que ce soit le service civique, mais aussi, surtout, le volontariat de solidarité internationale, qui sont des dispositifs de mobilité français, mais qui sont ouverts à tous et pas qu'aux Français, justement, qui peuvent être des bons moyens d'avoir des premières expériences, notamment à l'international. Et ma question est, donc, dans le domaine de la protection de l'enfance, est-ce qu'il existe des missions de volontariat? Et si oui, sur quel type de poste elles peuvent être ouvertes, ces missions? Je n'ai pas en mémoire comme ça de poste qui pourrait, en volontariat, permettre d'aller sur des fonctions en lien avec la protection. Peut-être que ce qui me paraîtrait peut-être des missions oui, en santé mentale ou en action socio-éducative. Je pense que voilà, si on trouve des missions comme ça en volontariat avec France Volontaire ou avec d'autres associations, c'est un bon tremplin effectivement pour développer des compétences dans le métier et qui plus est sur un projet à l'international, de solidarité internationale. Donc oui, ça peut être une porte d'entrée intéressante que de trouver du volontariat. Ok, d'accord. Merci pour cette précision. Parce qu'à ma connaissance, il y a beaucoup d'associations locales. Je pense notamment, j'ai en tête des associations sénégalaises qui travaillent avec des enfants des rues, par exemple, ou dans la protection, et qui vont faire appel plutôt à des contrats sur du volontariat. Ouais. Donc, je pense que ça peut se trouver. Ce qui peut se faire aussi quand on est dans le pays directement et qu'on voit une association locale qui a des projets en lien avec la thématique et dans lesquels on pourrait s'inscrire ou s'inclure et qu'elle n'a pas les moyens de nous proposer un statut, c'est de voir aussi avec des structures comme France Volontaire sur un portage de volontariat. Et juste, je dirais qu'en fait, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à proposer son expertise, pour le coup, lorsqu'on en a une qui est pertinente, directement aux organisations. Si j'ai une bêtise, mais si une personne a travaillé pendant quelques années avec des enfants en situation de rue et pense avoir développé une expertise et pouvoir apporter des choses intéressantes, peut-être qu'il n'y a pas de poste de volontaire ouvert, mais peut-être que vous êtes la cause. Si vous venez, vous tapez à la porte, vous proposez votre expertise, il se peut que l'organisation puisse vous proposer quelque chose. À distance, sur le terrain, mais l'un dans l'autre, c'est aussi un premier pas, je pense, de voir cette mission. Donc, en fait, c'est une question un peu personnelle, mais peut-être que vous allez un peu répondre, peut-être que vous voudrez voir comment, ça pourrait être compliqué. En fait, moi, j'ai surtout une expérience
dans l'enseignement-recherche. Et justement, j'ai déjà passé quelques entretiens et à chaque fois, ce qui m'a été reproché, entre les lignes, soit tout à fait clairement, terrain. Et nous, justement, la question, en fait, c'est comment, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait justement avoir une première expérience terrain vous avez parlé pour d'entrée, mais justement, quelle serait, dans ce genre de situation, une bonne porte d'entrée? Oui, c'est toujours la difficulté, effectivement, de trouver la mission terrain qui va permettre de se faire connaître et reconnaître dans ce secteur. Je pense que peut-être pour vous, la solution ou l'idée soumise par Driss de regarder les missions de volontariat, ça peut être une belle opportunité, occasion d'entrer dans le secteur et puis après, justement, de pouvoir rebondir pour aller proposer ses compétences et ses services à d'autres types d'associations ou d'ONG. Il n'y a pas un problème d'âge justement pour le volontariat? Alors non, pour le volontariat, il n'y a pas pour le volontariat de solidarité internationale, il n'y a pas de limite d'âge, non. Pour d'autres types de volontariat, vous avez raison, effectivement, il y a des limites d'âge, mais pour celui-là, heureusement, fort heureusement, il n'y en a pas. Après, qu'est-ce qui pourrait… Alors, je ne sais pas, avez-vous des engagements associatifs, par exemple, dans des associations qui travaillent possiblement sur cette thématique-là, avec des enfants? Passé, mais pas actuel. Ça peut être aussi une porte, une bonne, de belles expériences à faire valoir. C'est-à-dire commencer dans votre entourage, rester peut-être circonscrit à la France ou à Genève, ou je ne sais pas. Mais déjà, comme le disait Lamine, et moi je valide, déjà avoir une expérience dans ce contexte avec un public peut-être particulier qui va vous permettre de développer des savoir-faire spécifiques, ça va être un plus après quand vous irez taper à la porte des ONG. Je me posais la question peut-être je ne sais pas ce que tu en penses, Lamine, mais de citer peut-être quelques ONG qui travaillent un peu plus sur la protection de l'enfance, parce que toutes n'ont pas de programme de protection, par exemple. Toutes les ONG n'ont pas forcément de programme de protection de l'enfant, d'une part, et certaines ONG aussi vont travailler dans certains contextes spécifiques. Certaines vont travailler que dans des contextes dits d'urgence et d'autres plutôt de développement. Certaines ONG, Terre des Hommes. Donc, vraiment, première ONG suisse d'aide à l'enfance qui a développé beaucoup de ressources, beaucoup de guidance, beaucoup de méthodologies aussi de travail. Donc, c'est aussi, je pense, qu'on recherche en tant que chef de projet ou référent technique, c'est de pouvoir donner et également recevoir, apprendre en retour. Et je pense que ça, c'est important. Donc, je peux citer Terre des Hommes, Lausanne. Je peux citer également Plan International. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. On peut citer SAVE, pour le coup, que aussi beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent. Il y a SOS Village d'enfants, avec des programmes aussi internationaux, un peu partout à travers la planète. Et voilà à peu près, je pense, les principales organisations. Il y a d'autres organisations beaucoup plus généralistes, comme par exemple… celles que je viens de citer ont un très gros focus sur la protection de l'enfance. Il y en a d'autres qui sont un peu plus généralistes, comme IRC, par exemple, une ONG américaine qui n'est pas focalisée sur la protection de l'enfant, mais qui a de très gros programmes de protection de l'enfant, notamment sur des thématiques assez spécifiques, notamment sur IRC a une très bonne expertise en violence basée sur le genre, donc ils ont développé aussi une expertise en prise en charge des enfants survivants de VBG, par exemple, ou pour la prise en charge d'ex-enfants associés aux forces comparées. Donc, il y a d'autres organisations un peu aussi de ce type-là, avec lesquelles il peut être, desquelles vous pouvez vous rapprocher. Et à titre indicatif, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs sur le marché de l'emploi, une ONG comme Terre des Hommes recrute a priori combien de responsables protection de l'enfance ou de chargés de projet? Tu sais, tu as une petite idée? Combien vous êtes à travers le monde là? Bonne question. Leïla, es-tu présente? Ai-je une collègue du siège présente? Leïla est levée la main, donc on vous écoute. Si vous voulez. Oui, voilà. Alors, je vais… bonjour à tout le monde. Bonjour Leïla. Bonjour, je vais… une très bonne transition. Ouais, super. Alors,
Terre des Hommes, donc sur nos projets urgence, on en avait pas mal. Après, Terre des Hommes est comme une organisation qui essaye au maximum de valoriser les staffs et l'expertise locale. Donc, c'est un peu ce que Lamine disait avant, c'est on va vraiment prendre un chef de projet expatrié si on ne trouve pas ces compétences-là sur le terrain. Là, pour le moment, je pense qu'en expatrié, de chefs de projet, on en a une dizaine. Donc, ce n'est pas très, très large. Save the Children, je pense qu'ils sont sur de la centaine, voire des milliers. Après, Save the Children est aussi beaucoup plus large. Un temps, par exemple, sur une mission comme l'Irak, par exemple, on avait 4-5 chefs de projet et qui tournaient tous les 6 mois à 1 an parce que c'est très, très intense et que après 6 mois, on est fatigué. Mais en fait, je voulais revenir là-dessus aussi en réaction aux questions qu'il y a eu. Je pense que c'est vraiment important que vous pensiez à qu'est-ce que vous apporteriez de plus à une délégation. Parce que, de nouveau, c'est de dire, pour nous, la réflexion, c'est si on prend un expatrié, c'est qu'on ne trouve pas les compétences localement. Alors, soit les compétences techniques en protection, soit les compétences en gestion de projet. Ça peut être les deux. Et sur certains pays, comme par exemple, je ne sais pas moi, le Sud-Soudan, où c'est vraiment compliqué, la situation nationale est vraiment compliquée, on trouve peu ces compétences-là. Donc, même si vous avez une expérience limitée, on va dire, en protection de l'enfance, c'est possible qu'on vous prenne quand même parce qu'on a vraiment besoin de cette expertise de gestion de projet. Mais sinon, je pense que c'est vraiment crucial. Moi, quand moi j'ai commencé il y a 10 ans maintenant, ça a été extrêmement difficile pour trouver ma première expérience. Et je pense que peut-être que mon erreur, on va dire, c'était de penser que je pouvais faire ma première expérience sur le terrain. Terre des Hommes est une organisation où on est quand même relativement petit. On n'a pas beaucoup de capacité d'avoir des postes en binôme. Donc, on ne peut pas prendre un expert et une personne en plus qui apprend. Et si c'est le cas, on va prendre une personne nationale. Il y a certaines organisations plus grandes qui ont un peu ces opportunités-là. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez des expériences, que ce soit dans votre pays. Alors, si vous vivez dans un pays, on va dire, en développement, quelqu'un parlait de la Tunisie ou de la Libye, avec une expérience de travail là, par exemple, avec une population migrante, vous allez avoir une expertise qui est très, 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 très utile et très, très valorisable. En France, c'est ce que vous disiez, de travailler avec une population vulnérable, avec des migrants, avec des jeunes des rues. Je pense que c'est vraiment important de faire ces expériences-là pour qu'après, en expatriation, vous ameniez quelque chose de plus, une vision, une expérience, une expertise de plus, que ce soit technique ou gestion de projet. Mais c'est vrai que chez Terre des Hommes, on cherche un peu les deux. Et du coup, c'est pas évident parce qu'on cherche beaucoup de qualités dans une personne, plus aussi des qualités sur les urgences, de pouvoir gérer le stress, gérer des lieux de vie qui ne sont pas toujours évidents. On n'en a pas tellement parlé, mais quand on est dans une maison avec tous les autres collègues, qu'on n'a pas le droit de sortir, qu'on n'a pas le droit de marcher, et qu'il y a un volume de travail qui est assez élevé, il faut aussi personnellement pouvoir gérer ça. Voilà pour ma petite intervention. Merci beaucoup, elle est précieuse. Alors, je présente Leïla Fasso, qui est la référente protection, éducation, basée au siège. Merci Lamine, pardon, je n'ai même pas pensé à me présenter. Merci de votre intervention. Merci. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois toutes et tous pour avoir été avec nous et pour avoir écouté les présentations de Brigitte et de Lamine, que je remercie chaleureusement pour leur participation ce soir et pour leur intervention. Je remercie également Leïla, la collègue de Lamine, pour cette intervention qui était spontanée et qui était très riche. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à suivre les actualités de la Cité de la Solidarité Internationale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. La Cité de la Solidarité Internationale, la Cité des métiers du Grand Genève, Bioforce ainsi que Terre des Hommes vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés ce soir. Nous espérons que cette séance vous aura plu.